Bonjour à tous, ou rebonjour à tous si vous avez vu ma vidéo de présentation. Le cadre n'a pas changé étant donné que je suis toujours dans la même pièce. Euh, et c'est la même journée. J'enchaîne les deux enregistrements de vidéo. Et aujourd'hui j'ai envie de parler d'identité. J'ai envie de parler d'identité et à quel point c'est quelque chose qui nous sécurise mais en même temps quelque chose qui nous encombre par moments. Et on va commencer par le volet sécurisation, d'une certaine manière. Qu'est-ce que c'est l'identité? En tant qu'être humain, on se transporte, on se véhicule dans nos vies en effectuant des gestes au quotidien, en effectuant des séquences d'action, des séquences de mouvements, des séquences motrices. On a des boucles de pensée euh, auxquelles on s'identifie, on vit des émotions auxquelles on s'identifie, ces séquences motrices, ces projets, ces actions, comment tout ça s'articule d'un point de vue sociétal et communautaire, se relier à ces formes d'identification et, et, et on se conçoit de cette manière une certaine forme d'impression d'identité qui est tous ces... bah oui, c'est ce que je suis, c'est ce que je fais, c'est qui je suis. Et j'ai envie de vous poser une question au début de cette vidéo, mais est-ce que vous êtes vraiment sûr d'être qui vous êtes ou qui vous pensez que vous êtes? Car on est en constante évolution. On est en constante évolution et souvent on se raconte des choses parce que ça nous fait avoir une image très positive de nous-mêmes. Souvent on se raconte des choses parce que on a envie de se sécuriser. Pourquoi on a envie de se sécuriser? C'est à mon sens parce qu'on vit dans un univers qui est tellement riche en possibilités, d'opportunités, en termes de, encore une fois, séquences motrices et comportements qu'on peut développer par rapport à l'extérieur. Et donc, en conséquence, tout ce que ça va réveiller au niveau émotionnel et au niveau des circuits de pensée, de boucles de pensée en nous-mêmes. Imaginez rien que la variété de différents parcours professionnels que vous pourriez avoir. Imaginez la variété de différents hobbies que vous pourriez développer dans votre existence. Imaginez la différence, la variété de langage que vous pourriez apprendre et tout le contenu culturel et collectif que vous pourriez recevoir en échange. J'en passe. Il y a plein de possibilités et plein de flux d'informations qui nous arrivent en fait par notre système de sens, par nos perceptions extrasensorielles également, qui nous arrivent et qui sont processées plus ou moins consciemment en temps réel et qu'on trie constamment parce que c'est ce que notre plan mental fait constamment, notre plan de pensée, c'est trier l'information, amener l'information à des sphères plus ou moins conscientes, et en conséquence, euh, déterminer si cette information a de la valeur, oui ou non, pour multiples choses, pour notre développement personnel, principalement pour notre survie, et garantir en fait une perpétuation du mode de vie, nous éviter des souffrances, euh, plein de différentes raisons, transmettre notre capital génétique, plein de différentes raisons. Euh, et il y a plein de courants de pensée qui ont évalué quel était finalement le motif et ce qui nous poussait à chercher à continuer à vivre et à se donner du sens alors qu'on continue à vivre. Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de... les différents courants scientifiques
et culturelles vont évaluer la question sous un plan, un angle de vue, et vont donner une réponse. Mais il y a plein de réponses qui sont différentes. Et en fonction de notre identité, on va certainement se donner une réponse, nous donner une propre réponse qui sera la nôtre, qui dépendra de notre communauté également. Maintenant, j'aimerais bien vous poser une question, c'est à quel point ce que vous faites, ce que vous vivez, ce qui vous donne du sens dans votre existence, c'est quelque chose qui se perpétue dans des dynamiques transgénérationnelles, à quel point c'est quelque chose que vous connaissez, face auquel vous vous êtes aligné au cours de votre existence, ou alors justement plutôt quelque chose qui est complètement aux antipodes de ce que votre famille, votre environnement proche a essayé de vous inculquer, ou alors à juste démontrer d'une certaine manière. Parce que mon idée de l'identité, c'est qu'elle se forge assez tôt dans la vie. Alors qu'on est encore enfant, on est plus ou moins valorisé à avoir certains comportements, dépendamment de déterminants qui sont liés à notre genre, qui sont liés à notre origine socioculturelle, qui sont liés à des expériences de vie qui vont soit se figer en fait dans notre mémoire et qui vont plus ou moins nous encourager à suivre ou non certains modèles, euh, certains mots, certains gestes qui vont plus ou moins valoriser ou réprimer certains comportements. Et, euh, et en fonction de ça, en fait, on développe cette personnalité qui est basée sur ce qui a été plus ou moins valorisé ou non. Et moi j'ai pu comprendre dans mon existence qu'il y a plein de choix que j'ai pu faire plus tôt dans mon existence, justement, dans ma vie, qui étaient fortement basés sur ce schéma de j'ai eu ce souvenir, cette situation m'est arrivée, et en conséquence j'ai tiré cette conclusion sur le fait que j'avais ou non envie de suivre le cadre d'idées dépendant de ce souvenir ou de cette expérience. Et par là, je veux dire, par exemple, j'ai eu beaucoup dans mon enfance des modèles de personnes qui me faisaient miroiter parce que j'étais un enfant qui pleurait beaucoup. Euh, et on m'a beaucoup fait miroiter que le fait de pleurer était une caractéristique féminine, que c'était pas quelque chose que les hommes faisaient de manière générale. Et d'autres contenus globalement assez dénigrants sur ces questions-là. Et en conséquence, j'ai développé une espèce de résistance au fait de pleurer. J'étais incapable de ressentir ma tristesse par le passé en tant qu'enfant. Et en conséquence, jusqu'à mes 30 ans, dès qu'une situation me rendait triste, je ressentais pas du tout de la tristesse. Ce que je ressentais, c'était des symptômes physiques. Je ressentais de l'anxiété, je ressentais parfois de la colère. J'avais envie de m'isoler et je passais par plusieurs séquences d'événements qui parfois prenaient plusieurs jours pour pouvoir retrouver un contact et un rapport à ma propre tristesse. Et enfin, me reconnecter à un comportement qui en fait est une émotion qui nous traverse tous, et les hommes et les femmes. Il n'y a pas un être humain qui est pas programmé d'une certaine manière pour potentiellement ressentir de la tristesse. Et en fait, les effets secondaires de ça, c'est que dans plein de scénarios et de situations euh, relationnelles, de vie, j'étais incapable de gérer de manière adéquate les émotions que je ne ressentais pas consciemment. Et je pense qu'il y a cette question en fait de la conscience et de l'inconscience, et de à quel point en fait on a, en tant qu'être humain, tous un pôle de comportements et de possibles comportementaux qui est hyper large et d'une certaine manière presque universel, qu'on va peut-être exprimer dans des modalités différentes, et c'est là en fait notre variabilité interindividuelle qui entre en jeu.
Mais on a ce pôle qui est assez universel et on va plus ou moins, en fonction de si on est réprimé ou valorisé dans notre enfance, développer certaines euh, de ces pôles comportements ou alors les garder à des plans plutôt inconscients. Euh, et de cette manière, ces pôles, ces éléments qui font plutôt partie du pôle inconscient, ben, feront absolument pas partie de notre identité. Je vais prendre un autre exemple. Pendant très longtemps dans ma vie, je me suis considéré comme quelqu'un d'antimatérialiste. J'avais absolument pas envie de, de développer de la richesse, j'avais pas du tout envie de faire attention à comment je m'habillais, j'avais pas du tout envie. Et en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est que maintenant c'est une faculté que j'ai développée. J'ai mis du temps à comprendre d'où ça venait, pourquoi est-ce que je m'opposais à ça dans ma propre existence. J'ai développé maintenant une appréciation, j'aime bien, j'adore, je trouve ça rigolo en fait de m'habiller euh, de manière colorée. Je me suis laissé pousser les cheveux ces dernières années, j'aime bien. Je m'amuse à apprendre comment attacher mes cheveux de différentes manières et je trouve ça super rigolo. Euh, et tout ça fait partie en fait de mon apparence physique. Et c'était cette faculté-là, cette faculté de, d'une certaine manière, prendre soin de comment j'apparais, comment je pouvais apparaître en fait d'une certaine manière aux yeux du monde, ou à mes yeux d'abord, mais puis aux yeux du monde, et développer en fait des espèces de déterminants superficiels qui reflètent ce qui se passe à l'intérieur de moi. Pour moi, c'était impossible auparavant, et c'est quelque chose que j'ai développé. C'est la raison pour laquelle je suis en face de cette caméra en train d'enregistrer ce message. Euh, Parce que auparavant, c'est quelque chose qui m'aurait été complètement impossible, même d'envisager. Étant donné que j'étais antimatérialiste, mais j'avais aussi une espèce d'énorme phénomène de déni d'ego. Quand je rentrais dans une pièce et que je connaissais pas bien les gens, j'avais envie de disparaître, j'avais envie j'étais énormément sur la réserve, et ça a beaucoup joué à mon détriment par le passé. Parce que j'étais incapable de m'exprimer sans développer des formes d'anxiété, donc de la peur, et donc me limiter moi-même. Mais donc revenons à l'identité, ça c'est toute la voie de, de qu'est-ce qui est réprimé, qu'est-ce qui est valorisé, et du coup qu'est-ce qui devient plus ou moins conscient, alors que ça fait partie de notre pôle à tous. Et je vous invite à regarder un peu dans votre entourage, et c'est là que c'est super intéressant. Moi, ce qui m'a permis vraiment de développer et d'élargir, ce que j'ai commencé à voir comme des limites identitaires, là où j'ai commencé à percevoir que je m'étais construit ma propre forteresse identitaire qui, avec plein de je suis ça, donc je fais ça, euh, ben, ce qui m'a permis d'abattre ces murs, c'est de percevoir à l'aide de certains outils symboliques. Et moi, j'ai beaucoup utilisé l'astrologie, j'ai beaucoup utilisé le tarot, j'ai beaucoup utilisé certaines autres voies de manifestation de style. J'ai beaucoup fait attention à euh, qui était dans mon entourage et ce que ces personnes représentaient, surtout quand c'était des personnes qui représentaient quelque chose de très différent de moi. Et en fait, ça m'a permis de comprendre ce que j'avais tendance à nier en moi. Et plus en fait mon attention se concentrait sur un des points, en utilisant du coup ces substrats symboliques pour faire du sens, et plus j'arrivais à gagner en expansion par les situations de vie que je vivais qui me permettaient de prendre de plus en plus conscience de qu'est-ce qui en moi bloquait cette facette de moi qui en fait ne demandait qu'à s'exprimer. Et je vais donner des exemples pour être un peu plus euh, pour un peu plus vous expliquer aussi. Et donc c'est quoi la théorie derrière tout ça finalement, et c'est quoi l'impression derrière tout ça de qu'est-ce qui fait en fait que dans notre entourage, dans ce monde qu'on se représente comme étant la réalité, on a autour de nous des personnes qui sont nos propres miroirs, des miroirs de facettes qui sont totalement inconscientes en nous. Et à mon sens, c'est quelque chose qui est tout à fait divin.
qui fait partie de ce qui fait de nous, en tant qu'être humain, des parts du divin. À quel point on est le Christ et le Saint-Esprit, si on prend un narratif chrétien. Il y a des poètes soufis qui le disent également. Cette question du développement et de la... qui est en fait une question qu'on retrouve dans toutes les traditions ésotériques. Il y a des traditions bouddhistes zen qui discutent de ça. C'est quelque chose qui est central aussi dans le tantra ou dans le dzogchen. C'est des questions que les expériences de vie, et c'est le principe même de l'ésotérisme, les expériences de vie face auxquelles on est confronté relaient de l'information sur plusieurs plans en même temps. Et donc on a le plan matériel qui est celui auquel la plupart des informations qu'on reçoit de ce qu'on se figure de la réalité viennent du plan matériel. Et souvent, à certains stades de vie, je dirais, quand on n'est pas encore très spirituel peut-être, on se figure la réalité dans un plan très concret. Et ben derrière ce plan très concret, il y a une mine d'informations qui nous permettent de potentiellement partir dans des dynamiques d'expansion et apprendre à de mieux en mieux nous découvrir. De plus en plus découvrir des facettes de nous qui étaient jusqu'à présent ignorées. Donc, qu'est-ce qui fait qu'en tant que représentation individuelle de cet univers, de cet absolu, qu'on expérimente dans notre existence d'une certaine manière, sous certaines modalités très précises, qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, on peut se sentir un peu trop à l'étroit dans notre mode de vie et avoir envie de partir en expansion. Et pour moi, c'est la question de la dissolution, c'est à quel point, en fait, à certains moments, là où on s'est construit des frontières et une certaine forme d'étanchéité pour justement résister face aux assauts d'informations qu'on a constamment et que si on se retrouvait avec trop de porosité, trop de flux entre ce qu'on se représente comme étant l'extérieur et nous, en fait on perdrait complètement la tête et on partirait en ce qu'on appelle en termes médicaux des bouffées délirantes ou alors carrément des épisodes de schizophrénie. Je pense que ce qui est important, c'est de percevoir du coup à quel point en fait ces éléments d'identité sont des formes de sécurisation et comment à certains moments de vie on va recevoir de l'information qui va nous signifier qu'il est peut-être temps d'aller chercher plus loin, d'aller dans des phases d'expansion. Et en tant que médecin, quand je pratiquais en consultation de neurologie, j'avais beaucoup de patients et patientes qui venaient pour des problématiques psychosomatiques ou suite à des accidents. Et ces situations, souvent, les mettaient en échec par rapport à quelque chose, une dynamique de vie qu'elles souhaitaient perpétuer, souvent dans une certaine forme d'inertie, et qui en fait ne leur convenait plus. Ce qui pouvait aussi arriver parfois, c'était des situations dans lesquelles certains patients ou patientes se lançaient dans quelque chose dans lesquels ils étaient peut-être pressurisés par l'environnement social, même chose, avec une mise en échec par la suite, ou alors quelque chose face auquel ils ne se sentaient pas suffisamment prêts ou prêtes, et donc même chose, était mise en échec par la survenue de manifestations, de symptômes, ou alors d'un accident. Et je pense que c'est vraiment toute cette question de à quel point en fait à certains moments dans notre vie on va se retrouver face à une posture comportementale qui va être soit en excès parce elle est trop isolée dans la sphère consciente par rapport à d'autres comportements potentiels, soit on va se retrouver face à une situation dans laquelle nos manques vont apparaître de manière flagrante. Et même chose, une mise à l'échec, souvent dans un contexte social.
Et cette mise à l'échec, elle signifie beaucoup. Elle signifie beaucoup sur les potentiels à éventuellement développer si on s'écoute et si on écoute la situation. Parce qu'il y a vraiment cette question en ésotérisme de comprendre et d'intégrer cette situation sur plusieurs plans. Euh, et donc clairement, moi par exemple, si je développe pas des facultés que j'ai intégrées, je me représente comme étant assez fort lié à la symbolique du lion. Et moi, j'ai pas du tout de lion dans mon thème astral de manière très claire en astrologie. Et en fait, me rendre compte d'à quel point je me liais très fortement à des personnes qui représentaient et qui avaient assez à l'avant-plan ces qualités du lion et comment en fait je pouvais développer en moi ces qualités, ben, ça m'a permis d'expandre en fait hum, toute ma sphère des possibles jusqu'à me retrouver ici maintenant à pouvoir faire ce genre de vidéo. Euh, en utilisant un système comme l'astrologie, on peut se figurer ou se signifier à quel point, enfin, quelles expériences de vie sont potentiellement liées à tel signe ou à telle maison si on pousse un peu la recherche astrologique. Et du coup, expandre graduellement nos possibles, ce qui va permettre d'équilibrer certains comportements qui sont peut-être en excès euh, et qui ont un impact sur notre bien-être et à contrario génèrent de la souffrance si on ne les développe pas. Donc passer par ces étapes d'intégration de l'information qui transparaît de situations relationnelles et de vie, intégrer le sens qui se cache derrière tout ça, en utilisant des grilles de lecture qui permettent d'aller chercher tout ce contenu inconscient qui a pu être enseveli sous des traumatismes ou d'autres situations qui ont généré de la répression et de l'inconscience en nous. Parce que tout ça, finalement, c'est comment développer plus de facultés de choix et de conscience et de possibilités au sein même de notre réalité pour faire finalement ce qu'on a envie de faire, ce dont on rêve, nos aspirations secrètes ou pas, et comment on peut arrêter de s'auto-saboter dans ce processus-là. Euh, Parce qu'on a besoin de beaucoup, 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 beaucoup d'harmonie au sein de nos différents comportements pour pouvoir finalement développer des comportements qui résonnent avec un niveau, ouais, je dirais d'harmonie clairement, qui est suffisamment haut, qui est suffisamment sensible, qui est suffisamment fin et précis et qui nous permet réellement d'anticiper, d'intégrer comment on interagit avec certaines situations euh, sans justement partir dans la réaction ou dans le réflexe ou dans tous ces comportements qui sont des comportements qui peuvent être vus sous le prisme de l'autosabotage mais qui sont aussi sous le prisme qui peuvent être vus également sous le prisme de la protection. Parce que genre, si moi, mon rêve, c'est maintenant de donner des conférences et de parler de ce genre de sujet et de continuer à développer ces concepts. Euh, Bah, si mon système nerveux il n'est pas prêt à accueillir ces situations, si j'ai pas développé toutes les facultés comportementales qui me permettront de gérer un quotidien de vie dans lequel je, je me projette et je fais tout cela, ben en fait c'est peine perdue, je vais à un moment donné m'auto-saboter. Voilà pour ce que je pense de l'identité. Je vais clôturer du coup la vidéo sur ce sujet. C'est je dirais toute ma toile de pensée et ma structure de pensée. Généralement, c'est des concepts qui répondent les uns avec les autres, et donc ce concept de l'identité va ressurgir dans d'autres vidéos certainement et dans d'autres explications. Euh, c'est quelque chose que j'adore faire en étant dans la réplique avec d'autres personnes.
Euh, et donc c'est marrant de le développer comme ça en solo face à une caméra. Mais j'ai envie de continuer à le faire et de continuer à répandre cette énergie et cette volonté comme je le disais dans la première vidéo, d'aller plus loin. Euh, D'aller plus loin et de comprendre comment on est plus ou moins déterminé par ce qu'on se figure comme étant notre passé pour perpétuer des actions qui ne nous permettent pas d'être dans notre lumière, qui ne nous permettent pas de répondre à nos aspirations profondes ou à nos rêves. Voilà, je termine là-dessus. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.